Je me propose de raconter ici une affaire de mon illustre ami Sherlock Holmes qui, pour des raisons diplomatiques et morales, a longtemps été tenue dans l'ombre. Elle touche à la fois aux questions d'État, à la fois religieuses et au détournement de fonds, et je ne crois pas avoir jamais vu un crime plus froidement calculé au nom d'une conviction plus ardente. À l'époque où les événements que je vais relater se produisirent, Holmes et moi habitions toujours le logement bien connu du public dans la vieille maison de briques de la rue Baker. C'était un automne humide, et Londres semblait enveloppée jour après jour d'un manteau de brouillard et de fumée qui s'insinuait jusque dans les rideaux de notre salon. Holmes, étendu sur le canapé près du feu, traversait une de ces périodes d'ennui profond que seule une affaire singulière et digne de ses facultés pouvait dissiper. Je le voyais parcourir distraitement les journaux, laisser retomber les pages, puis se tourner vers son violon qu'il abandonnait au bout de quelques minutes avec un air encore plus las. Un matin particulièrement morne, où la bruine traçait des lignes grises sur les vitres, nous fûmes tirés de notre torpeur par un coup de sonnette impatient. Nous entendîmes aussitôt le pas pressé de madame Hudson dans l'escalier. Docteur Watson, monsieur Holmes, il y a un gentleman qui demande instamment à vous voir. Faites-le monter, Madame Hudson. Madame Hudson se retira aussitôt, et quelques instants plus tard la porte s'ouvrit pour livrer passage à un jeune homme de tenue irréprochable, mais dont les traits tressaient une vive agitation. Il portait un habit sombre, parfaitement coupé, et ses mains gantées serraient nerveusement un chapeau melon qu'il semblait hésiter à déposer. Ses yeux sombres, derrière de fines lunettes d'acier, allaient de Holmes à moi avec une sorte d'ardeur suppliciante. Veuillez prendre un siège, monsieur, et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au numéro 221B de la rue Baker. Vous n'êtes pas venu ici pour parler de la pluie et du brouillard. Que puis-je faire pour vous rendre service? Je vous remercie, monsieur Holmes. Je me nomme Art Selby, secrétaire à la légation de Marlowe ici à Londres. Ainsi donc nous avions affaire à un diplomate, et je remarquai que Holmes, sans changer de posture, avait légèrement relevé la tête à l'énoncé de ce titre. Je viens à vous parce que mon honneur, ma carrière et peut-être même ma liberté dépendent de votre clairvoyance. Je suis accusé à mots à peine couverts d'avoir détourné un fonds de secours destiné aux réfugiés de mon pays, et Scotland Yard croit voir en moi un voleur fanatique. Un détournement de fonds et un fanatique, voilà qui est déjà une combinaison digne d'intérêt. Parlez-moi d'abord de ce fonds et de la somme exacte qui manque. Il s'agit d'un fonds de secours de 10 000 livres constitué par le gouvernement britannique pour venir en aide aux réfugiés marloviens chassés par les troubles récents. Cette somme était conservée dans un coffre-fort au cœur même de notre légation, et seuls 3 hommes possédaient la clé, l'ambassadeur, son conseiller principal et moi-même. Le chiffre considérable et le caractère officiel des fonds ne pouvaient manquer d'exciter l'intérêt de mon ami. Nommez-moi ces 3 hommes, et dites-moi en quels termes vous les décririez l'un et l'autre. L'ambassadeur est Sir Reginald Hatterley, un homme d'une grande respectabilité, profondément croyant et très considéré à Londres. Le conseiller est James Wilcox, un diplomate de carrière plus réservé, mais réputé pour sa rigueur. Quant à moi, je ne suis qu'un jeune secrétaire chargé d'enregistrer les dépêches et de gérer les paiements liés à ce fonds. Quand la disparition de l'argent a-t-elle été constatée, et par qui? Avant hier soir, vers ce que l'on a cru être 10 heures, l'ambassadeur a voulu prendre dans le coffre certains documents, et il a découvert que les sacs d'or avaient été remplacés par de simples dossiers. Il a aussitôt fait venir M. Wilcox, puis la police, et dès le lendemain l'inspecteur Lestrade m'a interrogé comme si j'étais déjà convaincu. À la mention de Lestrade, un sourire fugitif passa sur les lèvres de Holmes. Et pourtant, vous êtes ici en homme libre, ce qui signifie que l'on hésite encore à vous mettre la main au collet. L'ambassadeur a insisté pour que l'on réunisse plus de preuves, mais je vois bien qu'il n'a plus en moi la confiance d'autrefois. L'inspecteur affirme que j'ai utilisé ce fonds pour financer des entreprises religieuses extrémistes et il cite mes visites dans un bois du Surrey. Un bois du Surrey, des visites pieuses et un trésor disparu. Le tableau devient plus piquant. Racontez-moi exactement ce que vous avez fait le soir de la disparition, depuis le moment où vous avez quitté la légation. Selon la grande pendule du couloir, je suis sorti à 8h10, après avoir clos les dossiers de la journée et remis quelques notes au conseiller. J'ai pris le train de ce que l'on appelle 8h30 à la gare de Waterloo pour nous rendre au village où vit mon frère.
Je suis arrivé peu avant la cloche de l'église annonçant l'office du soir, et nous avons dîné ensemble au presbytère. Comme souvent, je suis allé marcher ensuite dans le bois derrière la maison pour m'y recueillir, et je suis rentré avant ce que je croyais être 10 heures. Holmes ne l'interrompit pas, mais je voyais à ses paupières mi-closes que son esprit enregistrait chaque précision d'heure et de lieu. Qui affirme vous avoir vu dans ce bois, et à quel moment exact de place dans cette rencontre suspecte? C'est le gardien du domaine voisin. Il prétend m'avoir croisé peu avant que la cloche ne sonne 10 heures, en compagnie d'une silhouette portant une lanterne. Le lendemain matin, on a retrouvé près d'un grand chêne des traces de pas et une paire de lunettes en or, et l'on a aussitôt décidé qu'elles m'appartenaient. Je lançai un coup d'œil au visage de notre visiteur, dont le nez fin était orné des lunettes légères qu'il n'avait pas quittées. Celles que vous portez sont d'acier et non d'or, et leur monture n'a rien de commun avec celles que l'on a trouvées. C'est ce que j'ai dit à l'inspecteur, mais il soutient que j'ai pu faire fabriquer une seconde paire ou prêter les miennes à un complice. La situation d'Horteseby prenait un relief plus net, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour ce jeune homme écrasé par l'accusation. Parlez-moi de vos convictions religieuses, monsieur Selby, et de la manière dont vos collègues les perçoivent. Je suis un anglican convaincu. Je participe à un petit cercle de fidèles qui se réunissent parfois dans ce bois pour prier, mais rien de secret ni d'illégal. L'ambassadeur est un catholique très ferme. Il parle souvent des prêtres de notre pays et des persécutions qu'ils subissent. On vous reproche d'être prêt à de grands sacrifices pour votre foi, n'est-ce pas? J'essaie de vivre selon ma conscience, mais je n'ai jamais détourné un seul sou, et je ne sacrifierai pas mon honneur pour quelque cause que ce soit. Holmes se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas devant la cheminée, signe certain que la machine était en marche. Votre affaire présente tous les éléments qui me plaisent, un coffre, des heures contradictoires, un bois nocturne et une paire de lunettes abandonnées. Scotland Yard vous surveille, mais on vous laisse encore libre, c'est bien cela. L'inspecteur m'a ordonné de rester à Londres et de me tenir à sa disposition, mais il ne m'a pas arrêté, sans doute par égard pour l'ambassadeur. Vous ferez bien de mettre votre espoir dans la logique plutôt que dans les hommes, monsieur Selby. Retournez à votre poste comme si de rien n'était, et priez l'ambassadeur ainsi que l'inspecteur Lestrade de bien vouloir nous recevoir cet après-midi. Je le ferai, et je vous suis infiniment reconnaissant de m'accorder votre attention. Horteseby prit congé, et nous l'entendîmes descendre l'escalier d'un pas un peu moins lourd qu'à son arrivée. Dès que la porte se fut refermée, je me tournai vers mon compagnon pour recueillir ses premières impressions. Il se tenait devant la fenêtre, les mains derrière le dos, observant le brouillard qui rampait le long de la rue. Croyez-vous à son innocence, Holmes? Je crois qu'il est sincère, Wotton, et la sincérité d'un homme accusé vaut déjà la peine que l'on examine les faits avec soin. Remarquez que ces lunettes ne correspondent pas à celles du bois, et souvenez-vous que la pendule de la légation sera une actrice importante dans notre drame. Peu après midi, nous quittâmes la rue Baker pour gagner la légation Marlovie qui occupait une demeure imposante dans un quartier calme de Londres. L'inspecteur Lestrade nous y attendait, mince et nerveux comme toujours, la tête légèrement penchée en signe de déférence mêlée de défiance. Ah, monsieur Holmes, je me doutais que l'on vous dépêcherait dès qu'il s'agirait de diplomates. Rassurez-vous, inspecteur, je ne viens pas pour vous enlever votre proie mais pour vous aider à ne pas la confondre avec un innocent. Nous fûmes conduits dans un vaste couloir où se dressait une grande pendule murale dont le tic-tac grave emplissait l'espace. Vous fiez-vous à cette pendule pour régler vos heures, inspecteur? C'est celle qui marquait 8 heures quand le domestique a fermé les bureaux le soir du vol. Elle indique à présent 1h23 alors que ma montre en indique à peine midi moins 10. Elle avance donc d'une bonne trentaine de minutes. Elle a toujours eu un peu d'avance, mais cela ne change rien à la disparition de l'or. Au contraire, inspecteur, cela pourrait bien tout changer. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un policier soit aussi un horloger. L'inspecteur haussa les épaules et nous mena jusqu'au bureau de l'ambassadeur. Sir Reginald Atherley nous reçut avec une dignité grave, digne d'un homme habitué aux salons officiels. Monsieur Holmes, docteur Watson, l'époque est bien troublée si un représentant étranger doit faire appel à un détective privé pour éclaircir ses comptes.
Les temps sont surtout troublés pour ceux dont les comptes ne s'accordent plus avec les chiffres, monsieur l'ambassadeur. On m'a dit qu'un fonds de secours a disparu d'un coffre-fort placé sous votre responsabilité. Hélas oui, une somme importante confiée à ma garde pour soulager des réfugiés de mon pays s'est volatilisée, et j'en suis profondément affligé. Je ne puis cependant tolérer que l'on soupçonne sans raison mes collaborateurs, en particulier ce jeune Sadi qui m'a toujours paru d'une loyauté exemplaire. Puis-je examiner le coffre-fort et les clés qui y donnent accès? Suivez-moi, messieurs, je vais vous les montrer. Dans une pièce attenante, un lourd coffre encastré dans le mur portait encore les traces d'un scellé brisé par la police. Sir Reginald tendit à Holmes 3 clés numérotées réunies sur un anneau. Voici ma clé, celle de M. Wilcox et celle de M. Selby. Elles sont identiques. Aucune trace d'effraction n'est visible sur la serrure. C'est donc l'une de ces clés qui a été utilisée. C'est notre conclusion. Le mécanisme intérieur n'a pas été forcé. Qui a effectué le dernier inventaire des fonds et à quelle heure? Selby l'a fait sous le contrôle de Wilco, et selon la pendule du couloir, cela s'est terminé à 6h30. Selon une pendule qui avance, ce qui signifie qu'il était en réalité plus près de 6 heures, c'est une nuance qu'il ne faut pas négliger. Holmes examina longuement les parois du coffre, les charnières et le registre où l'on consignait les mouvements d'argent. Puis-je voir vos lunettes, monsieur l'ambassadeur? Mes lunettes, monsieur Holmes, voilà une demande singulière. J'aime voir les hommes tels qu'ils lisent plutôt que tels qu'ils parlent, et vos yeux m'intéressent. Sir Reginald sortit d'une poche intérieure une paire de lunettes cerclées d'or au vert épais. Holmes les prit avec précaution, les orienta vers la lumière et examina les rayures ainsi que la forme de la monture avec une attention presque scientifique. Vous les portez depuis plusieurs années, je présume. Depuis 8 ans, elles viennent d'un opticien de la capitale de mon pays. Et vous possédez une seconde paire de secours dont vous vous servez à l'occasion. Il est exact que j'en ai une autre, mais je la laisse d'ordinaire à mon domicile. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, c'est tout ce que je souhaitais savoir pour le moment. Inspecteur Lestrade, vous avez emporté à Scotland Yard les lunettes trouvées dans le bois du chevet. Elles y sont soigneusement conservées, et je prie de vous les présenter quand vous le voudrez. Alors nous avons terminé ici pour l'instant, et nous vous laissons à vos devoirs, monsieur l'ambassadeur. Nous quittâmes la légation et nous rendîmes à Scotland Yard, où Lestrade nous conduisit aussitôt dans un petit bureau encombré de dossiers. Voici la paire de lunettes ramassées au pied du chêne, monsieur Holmes. Merci, inspecteur. Permettez que je les examine à loisir. Holmes prit la monture d'or et l'étudia longuement, scrutant les vis, l'écartement des branches et la forme des verres. Vous voyez, Watson, que ces lunettes diffèrent de celles de Sir Reginald par la largeur de la monture et par la force moindre de la correction. J'aperçois en effet une nuance, même à mon œil profane. La gravure à l'intérieur indique un opticien d'une petite rue de la capitale de Marlovie, différent de celui dont l'ambassadeur m'a parlé. Cela signifie-t-il que ces lunettes ne sont pas les siennes? Cela signifie qu'il existe au moins une autre paire qu'il n'a pas jugé bon de mentionner, inspecteur, et c'est un silence qui en dit long. Holmes reposa la monture et se tourna vers nous avec ce léger éclat dans le regard qui annonçait le mouvement de sa pensée. Nous avons vu le coffre, la pendule et les lunettes. Il nous faut maintenant la cloche de l'aiguille et la rosée du bois. Peu de temps après, nous montions tous les trois dans un train en direction du Surrey, tandis que la campagne noyée de brume défilait derrière les vitres. À la petite gare du village, Holmes vérifia l'horloge du quai et la compara à sa montre, constatant qu'elle suivait fidèlement l'heure de Greenwich. Du quai, un chemin bordé de haies nous mena à une église de pierre gris et à un presbytère couvert de lierre. Le frère de Selby, un pasteur simple et au visage ouvert, vint à notre rencontre dès que nous eûmes expliqué le but de notre visite. Hort est venu ici ce soir-là comme d'habitude, messieurs, y chercher auprès de Dieu le repos qu'il ne trouve guère à la légation. Nous ne mettons pas cette piété en doute, monsieur, mais nous devons fixer exactement l'heure de son arrivée et celle de sa promenade dans le bois. Je me souviens qu'il est arrivé peu après la cloche de l'office du soir que je fais sonner à 8h30. Selon quelle horloge réglez-vous votre cloche?
Je me fie à ma vieille montre, qui me sert depuis bien des années. Holmes demanda à voir cet objet vénérable et le pasteur le lui tendit avec confiance. Votre montre retarde d'un quart d'heure sur l'horloge de la gare, monsieur. Votre cloche sonne donc toujours 15 minutes après l'heure réelle. Cela explique que l'on me reproche parfois de faire sonner l'office en retard, mais personne ne s'en offusque vraiment. Ce quart d'heure nous sera précieux, car il éclaire plusieurs témoignages qui semblaient en contradiction. Après cet entretien, nous suivîmes un sentier qui passait derrière le presbytère et pénétrait dans un bois de chênes et de hêtres. La lumière déclinante filtrait à travers les branches, et le sol était couvert d'un tapis de feuilles humides où nos pas laissaient de légères empreintes. Holmes avançait lentement, ses yeux gris examinant chaque détail du terrain avec une attention soutenue. Voici le grand chêne dont on nous a parlé. Watson, voyez ces racines qui affleurent le sol et forment comme un piédestal naturel. Nous parvînmes à une petite clairière où l'herbe mêlée de mousse gardait par endroits des zones plus sombres. Holmes se pencha et toucha la terre du bout des doigts comme il l'aurait fait pour examiner un cadavre. Il a plu récemment, mais la couche supérieure est déjà sèche alors que l'humidité persiste en dessous. Lorsque l'on a trouvé ici les lunettes d'or, l'herbe et les branches basses étaient couvertes de rosée, selon le rapport du gardien. Oui, Lestrade a mentionné ce détail devant nous. Dans ce lieu, la rosée ne se dépose qu'aux petites heures du matin, et non à la veille de 10 heures du soir. Cela déplace donc notre événement dans le temps. Nous entendîmes derrière nous les pas de Lestrade qui nous avait rejoints après une visite au gardien. Vous voulez dire que la rencontre n'a pas eu lieu avant la cloche de 10 heures, mais bien plus tard dans la nuit. Je veux dire que les lunettes ont été abandonnées ici vers 3 ou 4 heures du matin, quand la rosée était pleinement formée. Le gardien jure pourtant avoir vu Sally peu avant 10 heures. Il a entendu une cloche qui retarde et consulté une montre qui n'est guère plus exacte. Il s'est donc trompé d'au moins un quart d'heure, et sa mémoire a fait le reste. Holmes tenait toujours la monture d'or qu'il avait emportée en guise d'échantillon et il la regarda un instant à la lumière pâle du jour finissant. Rappelons la succession réelle, Watson, maintenant que nous avons remis chaque horloge à sa place. Le coffre était intact peu avant 6 heures réelles, au moment où Selby terminait l'inventaire. La pendule de la légation avançant, on a pu croire que les bureaux étaient fermés à 8 heures, alors qu'il restait une bonne demi-heure pour agir sans témoin. Selby a quitté la légation vers 7h50 réelles et pris le train qui l'a amené ici peu après 8h15, comme l'atteste la cloche retardataire. Pendant ce temps, un autre homme, resté à Londres et possédant la clé, a ouvert le coffre, déplacé l'or et plus tard dans la nuit gagné ce bois pour remettre le trésor à un émissaire. Vous pensez à l'ambassadeur. Je pense à l'homme qui a déjà une paire de lunettes d'or anciennes et qui a omis de parler d'une seconde paire provenant d'un opticien différent, Watson. Vous insinuez que Sir Reginald a détourné le fonds pour le livrer ici, au nom de quelque cause religieuse. J'affirme qu'il est le seul à pouvoir concilier toutes les heures, toutes les clés et toutes les lunettes. Inspecteur, quant à sa cause, je la laisse aux théologiens. Nous regagnâmes le presbytère où le pasteur nous offrit un thé modeste mais réconfortant. Croyez-vous vraiment que l'ambassadeur soit coupable, monsieur Holmes? Je crois qu'il a confondu son devoir envers l'État avec son devoir envers sa foi, monsieur, et que cette confusion l'a conduit à un acte que la loi ne peut approuver. Lorsque nous revînmes à Londres, la nuit tombait déjà et la pluie striait les vitres du fiacre. À Baker Street, Madame Hudson avait laissé un souper froid et allumé le feu pour nous. Vous voilà enfin, messieurs. Je commençais à craindre que la forêt ne vous ait englouti. Rassurez-vous, Madame, aucun chêne n'a encore réussi à retenir Sherlock Holmes. Ce ne sont pas les arbres qui retiennent les hommes, Watson, ce sont leurs convictions et leurs passions. Après le repas, nous nous installâmes près du feu et Holmes alluma sa pipe tandis que je préparais mon carnet. Je savais qu'il allait rassembler les fils de l'affaire et les tendre devant moi comme un filet où tout venait se prendre. Nous avons 4 repères temporels dans cette affaire, Watson, la pendule de la légation, la cloche de l'église, l'horloge de la gare et les montres approximatives des témoins. Chacun a parlé avec bonne foi d'heures qu'il croyait exactes, mais que son habitude corrigeait inconsciemment, et Lestrade s'est égaré dans ce brouillard.
En remettant chaque horloge à sa place, nous voyons que Sadie ne peut pas être à la fois au coffre, au train et au presbytère au moment que l'on indique. En revanche, un homme resté à la légation, jouissant de toute la confiance de ses subordonnés, a eu le temps d'ouvrir le coffre, de déplacer l'or et de voyager en secret jusqu'au survêt. Et cet homme ne peut être que Sir Reginald. Son rang, sa foi ardente et son désir d'étouffer le scandale le désignent plus sûrement que n'importe quel témoignage. Woodson. Que comptez-vous faire pour le confondre? Je vais menacer ce qui tient pour le plus précieux, la co à laquelle il dit avoir sacrifié cet argent, et je l'observerai au moment où il craindra de la voir compromise. Holmes écrivit ce soir-là plusieurs lettres, dont une à un haut fonctionnaire du Foreign Office, afin que l'on annonce une vérification approfondie des comptes et des objets trouvés dans le bois. 2 jours plus tard, nous apprîmes que Sir Reginald, averti de ces mesures, paraissait nerveuse et se montrait plus taciturne que de coutume. Ce même soir, nous montâmes de nouveau dans un train pour le Surrey, en compagnie de Lestrade qui avait consenti à suivre le plan de Holmes. Si vous avez vu juste, monsieur Holmes, l'ambassadeur viendra cette nuit dans le bois pour déplacer l'heure ou effacer ses traces. Un fanatique craint plus pour son œuvre que pour sa liberté, inspecteur, et c'est cette crainte que j'ai choisi d'éveiller. La nuit était froide et sans lune lorsque nous descendîmes à la petite gare, et un vent vif gémissait dans les haies comme une plainte lointaine. Nous évitâmes le presbytère afin de ne pas alarmer le frère de Selby et gagnâmes directement le bois par le sentier que nous connaissions déjà. Le grand chêne se dressait dans l'obscurité comme une masse plus noire encore que le reste, et Holmes nous indiqua du geste un épais buisson derrière lequel nous cachait. Placez-vous ici, Wotton, vous verrez bien, et vous, inspecteur, tenez-vous là pour couper la retraite vers le chemin. Nous nous tapîmes dans l'ombre, et le temps nous parut interminable, rythmé seulement par le bruissement des feuilles et, de loin en loin, par le son assourdi de la cloche du village. Enfin, après ce qui me sembla des heures d'attente, un faible point de lumière apparut entre les troncs et s'approcha lentement du chêne. Je distinguai la silhouette d'un homme enveloppé dans un manteau sombre, portant une lanterne à la main et marchant avec prudence. Lorsqu'il fut assez près pour que je voie ses traits, je reconnus le visage grave de Sir Reginald Atherley, mais déformé par l'absence de ses lunettes. Il posa la lanterne au pied de l'arbre, se mit à genoux et se mit à fouiller la terre entre les racines avec ses doigts. Dans son autre main, il tenait une petite boîte métallique qu'il semblait vouloir dissimuler ou déplacer. Maintenant, Lestrade. La voix de Holmes claqua dans l'obscurité, et nous sortîmes en même temps de notre cachette pour cerner l'ambassadeur. Au nom de la loi, Sir Reginald, je vous ordonne de rester où vous êtes et de déposer cette boîte. Ainsi donc vous m'avez suivi jusqu'ici, monsieur Holmes. C'est une curieuse façon de traiter un représentant étranger. C'est une façon assez simple de traiter un homme surpris de nuit en train de manipuler de l'or qui ne lui appartient pas, monsieur l'ambassadeur. Cet or ne m'appartient pas, en effet. Il appartient à ceux qui se battent pour la liberté et que votre gouvernement abandonne. Dans mon pays, des prêtres sont arrêtés, des fidèles meurent dans des prisons, et Londres se contente de discours. Je n'ai fait que corriger cette injustice. Vous avez corrigé un compte en vidant un coffre, Sir Reginald, et vous avez failli envoyer un innocent à la potence en laissant derrière vous une paire de lunettes. Je n'ai jamais voulu fût inquiété. Je comptais remettre l'argent en place dès que les besoins les plus urgents seraient couverts. On ne remet pas si aisément l'honneur d'un homme à sa place, monsieur, et votre plan reposait autant sur une illusion d'horloge que sur une illusion morale. Holmes s'approcha et prit la boîte que Sir Reginald tenait encore, les doigts crispés. Il l'ouvrit, et nous vîmes qu'elle contenait des pièces d'or soigneusement rangées ainsi qu'une lettre adressée à un dignitaire religieux. Voici donc le trésor des martyrs, inspecteur. Il appartient désormais à la justice de décider du sort de cette somme. Sir Reginald Atherley, je vous arrête pour détournement de fonds confiés à votre garde. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous pouvez m'enfermer, inspecteur, mais vous ne pouvez pas empêcher que la cause que je sers continue de vivre dans le cœur des hommes. Ce n'est pas de votre cause qu'il s'agit ici, monsieur, mais des moyens que vous avez employés et des innocents que vous avez laissés sous le soupçon. Le retour vers Londres se fit dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées.
Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une certaine pitié pour cet homme orgueilleux, victime de sa propre ferveur. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fut traitée avec une discrétion extrême. Le Foreign Office intervint, des négociations eurent lieu entre les gouvernements et l'on décida que Sir Reginald serait rappelé dans son pays sous prétexte de maladie. Le fonds de secours fut reconstitué par un crédit spécial et une note officielle vint laver publiquement Art Selby de tout soupçon. Pour le public, cette affaire ne fut jamais qu'une rumeur vague de difficultés de compte au sein d'une légation étrangère. Seuls quelques hauts fonctionnaires, l'inspecteur Lestrade et nous-mêmes connaissions la vérité, et Holmes refusa comme toujours d'en tirer la moindre gloire. Un soir, alors que la pluie battait de nouveau contre les fenêtres de Baker Street, nous évoquâmes l'affaire du bois de Surrey au coin du feu. Holmes était étendu sur le canapé, une cigarette entre les doigts, et je feuilletais mes notes en songeant à la manière dont j'en ferais un récit. Je ne parviens pas à décider si Sir Reginald est un scélérat ou un saint égaré, Holmes. Il n'est ni l'un ni l'autre, Watson. Il est un homme qui a pris sa propre conviction pour la voie de l'absolu, et c'est une erreur dangereuse. Ses intentions n'étaient-elles pas nobles? Pourtant, il voulait sauver des innocents. Les intentions sont la monnaie avec laquelle chacun paie ses fautes à sa propre conscience. Mon cher ami, la loi humaine se contente des actes. Croyez-vous qu'il éprouve du remords? Il regrettera d'avoir été découvert, ce qui est déjà un premier pas. Pour le reste, je laisse la question à son confesseur. Et Art Selby? Il aura perdu quelques illusions, mais gagné une claire vision des hommes, et cela vaut parfois davantage que la naïveté. Je dois confesser que cette affaire me laissa longtemps un goût amer, car j'avais vu comment une conviction religieuse sincère pouvait conduire un homme à un crime froid et méthodique. J'avais aussi constaté une fois de plus à quel point des détails qui paraissent insignifiants, comme la marche d'une pendule ou la formation de la rosée, pouvaient décider du sort d'une vie. Holmes, pour sa part, ne s'attarda guère sur les questions morales, laissant ses territoires aux prêtres et aux philosophes. Pour lui, le monde se divisait en faits à établir et en raisonnements à mener jusqu'au bout, le reste n'était que décoration. Quelques jours plus tard, je le surpris en train de polir la lentille de sa loupe avec un soin particulier, et je crus voir passer dans son regard un éclair de mélancolie. Vous savez, Watson, il est des hommes dont les lunettes intérieures déforment la réalité bien plus que celles qu'ils posent sur leur nez. Et vous, Holmes, quelles lunettes portez-vous? Celles de la logique, elles n'embellissent rien, mais elles empêchent de prendre un halo pour une auréole. Je souris en entendant cette formule qui résumait toute cette aventure à sa manière sèche et lucide. Il ne me reste plus, cher auditeur, qu'à quitter un instant mon rôle de témoin pour m'adresser directement à vous. Je vous remercie très sincèrement d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Votre attention est le plus précieux des encouragements. Si cette affaire inédite de mon ami Sherlock Holmes vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire avec vos impressions. Si vous souhaitez soutenir plus concrètement notre travail de narration, vous pouvez effectuer un don en utilisant le code à réponse rapide en bas à droite de la vidéo ou en suivant le lien indiqué dans la description. Dans cette description, vous trouverez aussi un lien vers d'autres séries de récits tout à fait différentes que vous pourrez découvrir à votre rythme. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle enquête d'affaires inédite de Sherlock Holmes.